Alors en manchette aujourd'hui, début de nos rencontres avec les candidats pour l'élection partielle à l'Île-du-Pas et les sociétés d'histoire de Lanaudière se rencontrent la semaine prochaine à l'Assomption. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 11 mars. On débute en politique municipale. On se rappellera qu'il y a une élection partielle qui aura lieu le 29 mars prochain à l'Île-du-Pas afin de remplacer le conseiller et ancien maire Maurice Désy qui est décédé avant les fêtes. Alors, 3 candidats avaient au départ déposé leur candidature et il en reste maintenant 2 sur les rangs. En effet, on apprenait vendredi dernier que Stéphane Lamarre s'est vu confier de nouvelles responsabilités à son emploi et son horaire a été modifié. Après réflexion, il dit s'être rendu compte que son nouvel horaire de travail serait peu compatible avec un poste de conseiller municipal et il a choisi de se retirer dans la course. Il reste donc 2 candidats sur les rangs pour le siège numéro 2 du Conseil de l'Île-du-Pas afin de remplacer M. Désy. Les électeurs auront le choix entre Amélie Drainville et Alexandre Salois-Lapointe. Alors, nous avons communiqué avec ces candidats pour vous les présenter. L'entrevue avec Mme Drainville a été enregistrée il y a quelques jours et du côté de M. Salois-Lapointe, il a promis de venir en studio jeudi matin pour son entrevue. Alors, cela dit, voici donc une première tranche de l'entrevue réalisée avec la candidate Amélie Drainville. On l'écoute. Alors bonjour mesdames, messieurs, il y a une élection partielle pour remplacer le conseiller et auparavant ancien maire Maurice Désy qui aura lieu le 29 mars à l'Île-du-Pas. Amélie Drainville a déposé sa candidature pour tenter de se faire élire comme conseillère. Elle est avec nous en studio aujourd'hui pour discuter de sa candidature. Bonjour madame Drainville. Bonjour. Alors, tout d'abord, pensez à remplacer M. Désy, qui a été conseiller, mais auparavant maire pendant plusieurs années. C'est des grands souliers à chausser quand même. Ah ben c'est sûr qu'effectivement, je pense que la communauté a été attristée du départ de M. Désy. Mais c'est sûr qu'en même temps, chaque moment négatif a aussi ses côtés positifs. Ça donne l'occasion à une personne plus jeune, aussi une femme, de se présenter pour aller apporter des nouvelles idées au conseil municipal. Fait que moi, je prends ça pour quelque chose de positif. Mais c'est sûr que M. Désy s'est impliqué longtemps dans la communauté. Il y avait ses opposants, il y avait ses supporters. C'est comme n'importe quel politicien. Mais on peut pas renier le fait qu'il s'est impliqué longtemps à la municipalité. Et comment vous est venue l'idée de vous présenter? Est-ce que c'est dès le décès de M. Désy que vous avez commencé à penser à vous présenter? Oui, parce que, c'est sûr que c'est bizarre à dire comme ça, là, parce qu'on ne veut pas nécessairement se réjouir du décès de quelqu'un, mais c'est sûr que pas longtemps après, on a commencé à considérer qu'effectivement, il allait avoir un siège vacant. Puis moi, c'est sûr que je me suis dit tout de suite, comme je suis beaucoup impliquée dans le comité de l'environnement à l'Île-du-Pas, puis que je pousse beaucoup de projets, dont le projet de forêt nourricière, je me disais, il me semble que ce serait plus facile pour moi de faire avancer les projets, puis d'aller montrer une nouvelle vision aussi à la municipalité si j'étais dans le conseil lui-même. Parce que dans le comité environnement, comment on fonctionne, c'est qu'on est un comité qui est supposé être plus consultatif. Donc, c'est sûr que c'est des fois, on n'a pas tout... on n'a pas toute la facilité qu'on voudrait pour accomplir certains petits projets. Donc, en étant au conseil municipal, c'est sûr que j'aurais un lien direct avec les autres membres du conseil, puis ça serait plus facile de faire avancer divers dossiers. Donc, la décision s'est prise quand même assez rapidement, là. Quand même rapidement, oui, parce qu'on savait qu'on devait présenter quelqu'un du comité de l'environnement ou dans son entourage, en tout cas une personne impliquée qui irait défendre nos projets, parce que les gens qui s'impliquent, s'ils se rendent compte que finalement ils travaillent dans le beurre parce que au conseil municipal ça fait pas vraiment l'unanimité, c'est sûr que c'est démobilisant pour les gens qui se donnent du temps bénévolement alors que des conseillers payés n'écoutent pas vraiment les demandes des citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un de notre entourage du comité qui décide d'y aller, ou en tout cas un allié de nos propositions. Puis moi, j'ai dit tout de suite, regarde, s'il le faut, je vais y aller, j'ai du temps présentement, fait que je vais prendre le taureau par les cornes, puis allons-y.
Pour ceux qui vous connaissent peu, pouvez-vous nous préciser un peu votre formation académique et les expériences qui, selon vous, vous auront été pertinentes pour vous préparer à exercer un rôle de conseillère municipale à l'Île-du-Pas? Oui. Moi, au départ, j'ai étudié ici à Pierre-de-l'Estage pour mes études secondaires. Et après ça, je me suis dirigée vers le Cégep Marie-Victorin en sciences humaines, profil monde. Donc, j'ai fait une expérience de 3 mois à l'étranger dans le cadre de mon parcours au Cégep. Je suis allée pendant 3 mois au Pérou dans une communauté pour vivre un peu l'expérience de l'échange culturel. Donc, ça a été mon parcours collégial. Puis après, je suis rentrée à l'université d'abord en une première année en études de l'environnement. Puis j'ai fini un baccalauréat multidisciplinaire avec 2 ans que j'ai fait en politique et en relations internationales. Donc, c'est sûr que ce parcours-là... C'est comme un bac par cumul? Exactement. Donc, avec une mineure en environnement puis une majeure en politique. Donc, c'est sûr que la politique, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier là-dedans. Donc, il y a certaines notions, effectivement, que dans le parcours en politique, je vais pouvoir probablement réutiliser dans le cadre d'une place de conseillère au conseil municipal. Mais en même temps, étudier la politique puis faire de la politique, parfois, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, c'est sûr que les expériences un peu plus terrain, aller rencontrer les gens, ça, c'est plus porteur pour un élu municipal. Puis, en ce sens, moi, je pense en 2016 ou en 2015, j'avais fait le projet de patrouille verte à l'Île-du-Pas. Donc, mon travail, c'était de rencontrer les citoyens pour leur parler de compostage domestique et de recyclage. Donc, c'est un projet que j'avais moi-même initié, puis ça m'a permis d'aller rencontrer quasiment la moitié de la population de l'Île-du-Pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent grâce à cette initiative-là. Donc ça, le contact avec les gens, je pense que je suis capable de bien l'avoir. Puis en politique municipale, je considère que c'est quand même quelque chose qui est assez important, là, parce que quand on n'est pas à l'écoute, c'est sûr que on ne fera pas avancer les choses qui tiennent à cœur aux citoyens. Fait que ça, je pense que c'est une expérience qui m'a beaucoup aidée. Puis aussi au niveau de la politique plus provinciale, j'ai déjà fait des campagnes électorales. Une en particulier, donc celle de 2018. Donc, c'est sûr qu'avec cette expérience-là, d'aller voir les gens sur le terrain, c'est sûr que ça aide, je pense, à avoir l'ouverture d'esprit qu'un élu municipal doit avoir. En ce moment, est-ce que vous poursuivez d'autres études? Vous occupez un emploi? Pouvez-vous un peu expliquer aux gens? Oui, en fait, présentement, j'étais en pause d'études. Mon objectif, c'était de me concentrer sur mes diverses implications et de faire des différentes lectures que j'avais envie de faire suite à mon parcours universitaire de plusieurs auteurs, là, autant québécois qu'à l'international, donc surtout par rapport à la philosophie, à la politique. Puis finalement, c'est sûr que mon implication a pris beaucoup de mon temps pendant mon année, mais c'est encore dans mes objectifs de lire plus puis de me faire une tête sur l'état du monde. Et pour l'année prochaine, mon objectif, c'est d'aller continuer mes études en politique, donc aller faire une maîtrise. Donc, peut-être sur les politiques publiques en agriculture, là, c'est encore flou pour l'instant, mais c'est sûr que ça va être au niveau de la politique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça serait à l'Université de Montréal, à l'UQTR? Je continuerai à l'Université de Sherbrooke, où j'ai fait mon baccalauréat. Ouais. Et ça pourrait bien se combiner avec un rôle de conseillère à l'Île-du-Pas? Vous continueriez de rester à temps partiel à l'Île-du-Pas? Pratiquement à temps plein, parce que ce qui va être avantageux, c'est que l'Université de Sherbrooke a un campus en Longueuil. Puis au niveau de la maîtrise, quand on est en type recherche, on est pratiquement tout le temps en train de faire nos lectures ou faire notre rédaction. Donc, je vais probablement être tout le temps à l'Île-du-Pas, sauf les vendredis où je vais avoir des cours à aller faire à Longueuil. Mais sinon, je vais pouvoir être à la maison puis m'occuper des dossiers de la municipalité. Donc, c'est pas un obstacle, là? Pas du tout. Ça, même que ça se combine très bien, mais plus qu'un emploi, par exemple, à Montréal, où là, j'ai besoin de faire beaucoup de voyagements. Tu sais, je vais avoir beaucoup de temps à la maison. Alors, nous vous présenterons la suite de l'entrevue avec Amélie Drainville ainsi que celle avec son adversaire Alexandre Salo-à-la-Pointe au cours des prochains jours afin de vous aider à faire votre choix pour l'élection à venir.
Vie communautaire et bénévolat maintenant, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier prépare une fête pour ses bénévoles. Elle aura lieu le 17 mars au local du groupe d'entraide En toute amitié à compter de 18 h et c'est dans le but de souligner l'excellent travail des bénévoles impliqués dans les deux initiatives majeures de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Berthier, soit l'opération Bonne Mine et la Guignolée. Et les bénévoles sont donc invités à venir participer à cette rencontre au cours de laquelle ils pourront échanger durant un repas. Et on rappelle, bien sûr, que c'est grâce à ces bénévoles que la Société Saint-Vincent-de-Paul peut poursuivre son implication auprès des plus démunis du territoire de la région de Berthier. Alors, l'événement exprimera donc toute la reconnaissance envers ces personnes dévouées. Donc, si vous faites partie de ces bénévoles, vous êtes attendus, on le rappelle, le 17 mars à compter de 18 h au local du groupe d'entraide En toute amitié et c'est situé au 170 rue Sainte-Foy à Berthierville. Et on passe maintenant à notre première pause. Je m'appelle Joanne Boudreau. J'ai 59 ans, approche de la soixantaine bientôt. Et puis, ma profession, je suis aide à domicile, préposée d'aide à domicile. J'aime ça. D'un, il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, c'est certain, parce qu'on n'arrive pas là si on n'aime pas les gens en partie. Le bien beau aimer faire à manger, faire du ménage, de l'accompagnement. Mais la base, il faut aimer les gens. Parce que je me dis, si tu n'aimes pas les gens, va pas là, va pas dans ça. Mais ça nous apporte tellement. Il ne faut pas passer à côté. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 11 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Colette Campagna. C'était les anniversaires du jour. Culture et patrimoine, maintenant, nous vous avons présenté en début de semaine une première partie de l'entrevue avec la présidente de la Société d'histoire de Lanoraie, Mme Micheline Saint-Pierre, au cours de laquelle elle nous a parlé de la collection de livres de l'organisme et de certains qui seront à donner avec une possibilité de contribution volontaire. Alors, voici une seconde partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée, au cours de laquelle elle parle d'autres projets en cours à la Société d'histoire de Lanoraie. Et en ce moment, il y a combien de membres à votre société? Nous en avons ça varie, entre 100 à 120, mais la plupart du temps, là, c'est autour de 110. Et si une personne nous écoute et elle souhaite devenir membre, comment ça fonctionne? Alors, c'est très facile parce que, bon, premièrement, vous pouvez aller sur le site de la municipalité, et là, on a nos coordonnées. Ou bien, vous venez ici, juste à côté de l'église. On est ouvert tous les mardis après-midi de 13h à 16h ou sur rendez-vous. Et puis, ça nous fait plaisir d'avoir des nouveaux membres et surtout de jaser. Hein? Alors, le mardi après-midi, là,
Les gens viennent, on jase d'histoires, d'anecdotes, de recherches généalogiques, parce qu'on a aussi quelqu'un qui travaille pour nous et qui fait de la recherche généalogique, parce qu'on a des ateliers aussi en généalogie. Et alors, c'est ça, on a beaucoup de plaisir à parler d'histoire. Et c'est combien la cotisation pour quelqu'un qui devient membre pour un an? C'est 10 $. 10 $ pour un an, donc c'est Oui. très raisonnable. C'est très raisonnable. Pourquoi? Parce que la municipalité est très généreuse. Elle nous donne ses locaux chauffés, téléphone payé. Alors, les cotisations, c'est pour nos petites dépenses. Et quand on a des gros projets, eh bien là, on demande de l'argent soit des députés, soit de la MRC. On a déjà reçu de la MRC pour un grand projet de la maquette de la Noret, la réfection, jusqu'à 15 000 $. Alors, ils sont très généreux. Quand on justifie bien nos projets, on a ce qu'il faut pour ça. Parce qu'on a évidemment un autre local qui est l'Escale du Roi, juste en face ici, où on a nos expositions. On a fait des films. Alors, il y a la projection de films. On a fait jusqu'à présent 2 guides des maisons patrimoniales de la Noret. Et le 3e s'en vient là, au mois de juin. On a aussi Si la Noret m'était comptée. Alors, on continue à faire de la recherche. Et saviez-vous combien on vend ces fascicules? Non. 3 $. Bon. Pourquoi? Parce que facilement, ils sont en couleur. Et puis, on perd, hein? On fait pas du tout de profit. C'est que, justement, on a des subventions. Et on se dit, si on veut que les gens achètent, qu'ils puissent lire nos documents, eh bien, 3 $. C'est aussi pour partager la passion de l'histoire. Oui, tout à fait. Et on en a mis à la municipalité, parce qu'eux, ils sont là 5 jours semaine. Alors, il y a des gens qui peuvent aller les acheter là. Nous, comme Société d'histoire, on est responsable de la toponymie. OK. Alors, lorsqu'on veut avoir une nouvelle rue, on fait la recherche pour justifier auprès du ministère du Québec pour les noms de rue. Et là, le comité du patrimoine, parce qu'on a aussi un comité du patrimoine. Okay, alors, nous, on va leur fournir toutes les justifications et ils vont pouvoir faire un petit livret là, avec ça. Et puis aussi pour appuyer des organismes comme, par exemple, la sauvegarde démoniale à Berthier. Oui. Alors là, on a écrit un texte pour qu'il soit envoyé auprès du ministère et tout ça. Aussi, tout ce qui a trait à la protection du patrimoine, parce que on a une section à la Noret qui est protégée. Alors, on surveille autant qu'on peut là la construction de maisons qui pourraient dépasser, par exemple, 3 étages sur le bord du fleuve, parce que on veut vraiment garder les fenêtres sur le bord du fleuve. Et on s'implique à ce moment-là. D'ailleurs, ça fonctionne assez bien jusqu'à maintenant. Et puis aussi, les organismes qui ont besoin d'appui, que ce soit l'Âge d'Or, que ce soit Action Famille, et c'est vice-versa. Alors, la Société d'histoire de la Noret est une des plus importantes dans son domaine dans la Naudière, mais elle n'est pas la seule et il y a des représentants des diverses sociétés d'histoire de la Naudière qui vont se rencontrer la semaine prochaine à l'Assomption. Le trésorier et responsable des communications de la Société d'histoire de la Noret, Jean-Louis Hébert, nous met au parfum de cette rencontre où des possibilités de partenariat seront discutées. Ici, dans la Noret, on a une société d'histoire, comme vous savez, qui dure depuis presque 50 ans maintenant. Et dans les autres régions, il n'y en a pas beaucoup de sociétés d'histoire. Et l'effet, évidemment, ou la conséquence, c'est que
on a l'impression que l'histoire, mais c'est pas traité d'une façon aussi importante que les loisirs ou bien les sports ou toutes sortes d'autres choses. Et de fait, il y a Lanaudière, les fameux loisirs, les sports et loisirs Lanaudière, que je connais pas très bien parce qu'on n'a jamais été associé avec eux. Et là, dernièrement, on a eu une invitation pour essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen d'incorporer ou de créer une activité qui pourrait mettre en valeur l'histoire en général dans Lanaudière, ou bien de réunir tous les groupes qui sont des sociétés d'histoire ou des comités d'histoire pour venir se rencontrer justement à l'Assomption la semaine prochaine pour discuter de ce projet-là. Alors ça mettrait en valeur justement les sociétés d'histoire qui, jusque date, n'ont jamais trouvé le moyen de s'épanouir, disons, à travers Lanaudière. Donc cette rencontre-là a lieu mercredi prochain au Vieux-Fort de l'Assomption. Cette rencontre-là va justement avoir lieu à l'Assomption. Alors, c'est dans le Vieux-Fort de l'Assomption. C'est une Madame Dallaire qui va présider cette... Puis là, vous allez discuter quoi, une bonne partie de la journée? Pendant cette 2-3 heures dans l'après-midi, on va discuter, voir si c'est faisable de réunir toutes les sociétés d'histoire dans Lanaudière pour qu'ensemble, on puisse imaginer ce qui pourrait être vraiment valorisant pour l'histoire de Lanaudière. Alors, nous ferons le suivi concernant cette importante rencontre des sociétés d'histoire de Lanaudière et nous vous en reparlerons, bien entendu. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Oh, mon homme! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi! Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubrédy de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. À son domicile, le 24 février, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Jocelyne Lassalle, épouse de Guy Lévy, demeurant à Joliette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Pilon et son conjoint Stéphane Robillard, Ghislain Pilon et sa conjointe Mélanie Gervais, Mélanie Pilon et son conjoint Kevin Lane, Fanny Lévy et son conjoint François Robillard, Manuel Lévy et sa conjointe Emmanuela Robillard, de même que ses petits-enfants Zoé et Zach Robillard, Charles, Mélodie, Guillaume et Marielle Pilon, ses arrière-petits-enfants Hugo et Amy Lane, Joémie, Olivier et Delphée Robillard, laisse aussi dans le deuil ses frères et leurs conjointes, Charles Lassalle et sa conjointe Sonia Maric, Michel Lassalle et sa conjointe Martine Bellé, Robert Lassalle, Claude Lassalle et sa conjointe Sylvie Robillard, Mario Lassalle et sa conjointe Céline Grégo,
ses beaux-frères et sa belle-sœur Mario, Sylvain, Alain et Guylaine Lévy, ses tantes, son oncle, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mars dès 10h30 au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à Lanoraie et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage, de même que ses petits-enfants, Frédéric et sa conjointe Joanie Laprade, Alexandre Olivier et sa conjointe Sophie Gervais, de même que ses arrière-petits-fils Samuel et Ludovic. Il laisse aussi dans le deuil son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe funéraire à 14h30. Madame Denis sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 26 février, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Turcotte, époux de feu Marie-Claire Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses fils, Daniel Turcotte et sa conjointe Mylène Latendresse, André Turcotte et sa conjointe Sylvie Farley, de même que ses 5 petits-enfants, Guillaume et sa conjointe Émilie Massé, Viviane, Myriam et son conjoint Charles Hubert, Sébastien et Maude, de même que ses 3 arrière-petits-enfants, Anna, Noélie et Louis. Laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louis Turcotte, Lise Turcotte-Gauthier et son conjoint Gilles Désiel, Monique Turcotte et son conjoint André Couture, Raymond Poulain, feu Claire Turcotte, Diane Vincent, feu Gérard Turcotte, Colette Bergeron, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 mars dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève où suivront les funérailles à 14h. Et M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. En terminant, on vous rappelle que c'est ce soir, le mercredi 11 mars à 19h, qu'aura lieu la conférence « 7 façons de valoriser les matières végétales chez soi » présentée par la Société d'horticulture et d'écologie de Dautré. C'est Serge Fortier, le conférencier. Ça se passe au presbytère de Saint-Cuthbert. C'est inclus dans la carte annuelle de 20 $ pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Pour information, Jocelyne, 514-718-1894. Et on passe maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, le ciel sera variable avec un mercure de -2. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel demeurera variable avec un mercure de -8. Jeudi matin, un ciel variable encore au menu avec un mercure toujours de -8. Et jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux et le mercure pourra grimper jusqu'à +2. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour d'autres nouvelles de la magnifique région de Berthier. Merci beaucoup. Excellente fin de journée.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.